Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des virées de l'été. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu d'altitude, je suis à l'aérodrome des Ajoncs. Elodie vous a préparé un reportage sur la ville de La Roche-sur-Yon qui, vous le verrez, n'a pas toujours été la ville préfecture de la Vendée. Mais en attendant, je vais vous laisser avec Baptiste et moi je vais aller voir pour monter là-dedans. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes au charmant petit port de Bourgenay pour parler plantes exotiques, celles que vous allez rencontrer durant vos balades cet été. Je vous dis tout de suite. Parmi les arbustes que vous allez pouvoir découvrir, il y aura le Baccharis alimifolia, celui qu'on appelle le sénesson en arbre de la famille des Astéracées, la famille de la pâquerette. On en retrouve partout. Cet arbuste fait des généreuses fleurs qui font de généreuses graines et c'est pour ça que vous le retrouvez partout. Il est même envahissant, interdit de le planter en Belgique et en France il est fortement déconseillé de le planter car il est considéré comme plante envahissante. C'est-à-dire que c'est une plante qui va prendre la place de la flore locale et éviter à tous les autres êtres vivants locaux, régionaux, de pouvoir pousser naturellement. C'est une plante qui est originaire du sud-est des États-Unis et qui fut introduite comme plante ornementale au XVIIe siècle. Vous découvrirez aussi certaines plantes avec des feuillages rubanés. Impossible de les rater, ces Phormium tenax, comme on les appelle en latin, sont en fait le lin de Nouvelle-Zélande. Originaire d'Océanie, vous l'aurez compris, cette plante s'est très bien acclimatée sous le climat vendéen. Introduite dans les années 1800 par Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon, qui était passionnée par les végétaux, cette plante n'avait pas un avenir ornemental dans un premier temps. Je vous l'ai dit, il s'agissait du lin de Nouvelle-Zélande et cette plante avait un avenir plutôt industriel. Effectivement, on retire de sa feuille des fibres capables de faire des cordages et même parfois des tissus. Et donc cette plante avait d'abord un intérêt commercial avant de vouloir intégrer nos jardins. Faute d'une production suffisante et de débouchés intéressants, cette plante ne sera jamais utilisée dans l'industrie. Elle finira en plante ornementale, on le comprend en voyant sa jolie floraison estivale, et on en trouvera de nombreuses variétés, à feuillage panaché de crème, bronze ou tout simplement vert. Elles seront des plantes idéales pour résister à la sécheresse en plein soleil dans des petits jardins comme des grands. Voilà, je vous laisse avec Arnaud. On se retrouve tout à l'heure pour parler d'autres plantes exotiques que vous verrez durant vos balades. Il y a une image d'école piste 28 termes avec un planeur. Tu vas voir, au début, ça saute un tout petit peu, hein, parce qu'on n'a pas de très bons amortisseurs sur nos planeurs. Et dès qu'on va être en l'air, ça va être un super du bonheur. Ok. Voilà, moi au début, je garde mes ailes à l'horizontale. Hein, je me base par rapport à l'avion, par rapport au sol. Avec l'avion de devant par radio. Ouais, on peut l'appeler, ouais. Parce que pour savoir pour le largage et tout ça. Ah non, mais je largue sur la première. Voilà, alors je vais larguer bientôt, d'accord? D'accord. Donc tu vas voir, l'avion va partir avec la cage. Allez, je vais essayer de filmer le largage. Hop là, ça y est.
notre droite, l'avion qui nous a emmenés jusqu'ici. Voilà, tout à fait. Là, elle plonge. Elle va partir se poser. Ok. D'accord? Voilà. On va actionner le manche à gauche. Planeur, il y a un kim. À gauche. À gauche. D'accord? Ensuite, avec les palonniers, tu te rappelles les pédales de chaque côté? Alors, regarde, je vais actionner le palonnier à droite, le planeur. Il pivote, ouais. À gauche. Le planeur il pivote à gauche. Ok. D'accord? Voilà. Si je trouve un tout petit variomètre qui nous permet de nous faire monter, on va le faire. Hein. Mais pour l'instant, c'est d'un calme olympien. Et comment on fait justement pour trouver des courants qui vont nous porter, ouais. Alors on a deux choses, des habitués, on appelle prendre un coup de pied au cul, c'est-à-dire on le sent au niveau des fesses. D'accord. On sent qu'on est porté. Donc on se dit tiens par là. Voilà, ça va monter. Ouais. Et autrement, pour les gens un petit peu moins habitués, on a un instrument qui est en haut à droite sur le tableau de bord, qu'on appelle le variomètre, et qui nous dit si le planeur monte ou descend. Et là on descend à peu près d'1 mètre par seconde, c'est ça? Voilà. D'accord? Ok. Et donc là, on n'a pas réussi à trouver de courant qui nous courant ascendant. Et il se crée comment ces courants ascendants? Alors, soit on a des cumulus dans le ciel qui nous donnent un repère, on va en dessous et en dessous on a une ascendance, une colonne d'air chaude, on va en dessous, on va en trouver. Quand il n'y a pas d'ascendance de nuages comme c'est le cas aujourd'hui, on va dans un endroit où on pense que le soleil va chauffer et pourrait créer cette ascendance mais qui part du sol. Par exemple la carrière qui est devant nous, là-bas, normalement elle devrait créer une ascendance si on était dessus. Parce qu'elle emmagasine de la chaleur et ça fait de l'air. Dégagé par Alpha. La vitesse, on est à 90 km/h là. Ouais, tout à fait. La vitesse moyenne d'un planeur, c'est quoi? On est dedans ou? Allez, non, on va parler d'une plage de vitesse qui se trouve entre 90 et 130 km/h. D'accord. Maintenant, évidemment, quand on est en compétition, on ne s'amuse pas à rester à 130 km/h. Les gens maintenant, ils volent à 160, 170, on a des planeurs même maintenant qui ont des polaires qui permettent de voler à 200 km/h. Et ça consiste en quoi une compétition de planeur? Une compétition, alors il y a plusieurs types de compétitions, mais en gros, on part d'un endroit, alors on part de La Roche-sur-Yon, on décide d'aller à Cholet, de Cholet on va dire on va aller à Fontenay-le-Comte et on va revenir à La Roche-sur-Yon. Et tout ça sans se poser? Tout ça sans se poser, et c'est celui qui met le moins de temps qui a gagné. D'accord. Voilà. Ah oui. Alors bon, l'atterrissage c'est le moment le plus, je dirais, un petit peu plus compliqué pour tout le monde. Le plus désagréable, c'est là que ça secoue un peu. Désagréable, bah oui, ça va sauter un petit peu, mais pas plus. De retour sur la terre ferme. Alors Didier, là on vient de faire un petit tour dans les airs à bord d'un planeur. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter qu'est-ce que c'est comme engin volant? Parce que c'est pas un avion. Non, alors ce planeur, comme vous pouvez voir, on est monté derrière un avion, mais le planeur n'a pas de moteur, d'accord? Alors on est monté par l'intermédiaire de l'avion remorqueur qui est à côté de nous. Mais il faut savoir aussi que l'on peut décoller grâce à un treuil. Et certains planeurs peuvent décoller par eux-mêmes parce que nous avons aussi des planeurs qui sont équipés de petits moteurs. D'accord. Et qui permettent de pouvoir juste de décoller. Voilà. Et là, ce qu'on avait, c'était un planeur biplace classique. C'était le puriste, c'était planeur. C'est à nous de trouver ce qu'il faut pour pouvoir rester en l'air. Les fameuses ascendances que nous avons cherchées tous les deux tout à l'heure et qu'on n'en avons pas trouvé. Conditions météorologiques, mais un peu orageux, voilà, pour nous c'est un petit peu compliqué. Les bonnes conditions météo, justement, c'est quoi? On expliquait les petits cumulus. Voilà, les bonnes conditions météorologiques, c'est le jour où vous avez un ciel bleu, et puis en levant la tête, vous voyez des petits nuages un peu en forme de chantilly qui sont un petit peu chantilly, chou-fleur, voilà. Ça, ce sont des bons nuages pour le voile à voile, où la base, c'est une base plate, un peu noire. Là, quand on est en planeur, on va en dessous, on est à peu près sûr de trouver ce qu'il faut pour pouvoir se maintenir en l'air. Et sans ça, comment on fait alors pour pouvoir rester en l'air? Alors, si on n'a pas les cumulus, on ne reste pas en l'air, on se repose comme on a fait tout à l'heure. Alors, en planeur, il y a des jours où vous allez décoller, 10 minutes après, on va être par terre. Puis il y a des jours où vous allez décoller à midi et on va se poser le soir à 20h. Ah oui. C'est pas tous les jours, des vols de 8 heures, on n'en fait pas tous les jours, mais ça peut arriver. Hier, on a eu des gens qui ont fait des vols de 5 heures sur la plateforme.
Voilà. Et puis en planeur, c'est pas uniquement aussi tourner autour de l'aérodrome. Nous avons des gens qui décollent, qui vont à Angers, d'Angers ils vont descendre à Poitiers, ils vont revenir, voire beaucoup plus loin. On a eu quelques vols un petit peu marquants parce qu'on a eu une genre de personne qui a été au Puy-de-Dôme. Après, on a eu d'autres qui ont été au Mont-Saint-Michel. Si vous voulez, c'est des points marquants. Et alors, il y a des compétitions aussi de planeurs qui existent. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on a, au niveau compétition, on a une compétition qui commence au niveau région. Après, on a des compétitions au niveau national. Et puis, on a des compétitions au niveau Europe et puis mondial. Faut savoir que la France, à l'heure actuelle, est le premier pays au monde. Et ensuite, bon, les compétitions, c'est quoi? Alors, on a plusieurs types de compétitions. Hein. C'est, on décolle de La Roche-sur-Yon, on met tous les planeurs en l'air, et à un moment donné, on dit ouverture de la porte. Alors, la porte, non, il n'y a pas une porte qui s'ouvre. Hein. C'est quelque chose de fictif. C'est une ligne, généralement. Et cette ligne, comment est-ce qu'on le sait? C'est grâce au GPS. Voilà, on est comme tout le monde. Dans les planeurs, on a des GPS et on sait à quelle heure on passe. Et les planeurs, ils partent, à partir du moment où on dit c'est ouvert, les planeurs, ils partent quand ils veulent. Donc là, après, c'est stratégique. Les pilotes, ils font leur météo. Et ils partent quand, pour eux, il semble que c'est le meilleur moment. D'accord. Et après, ils partent, on leur donne différents points. Alors, Cholet, Fontenay, on revient ici. Et ben, c'est celui qui va mettre le moins de temps pour faire l'itinéraire. L'itinéraire qui va avoir gagné. Voilà. Alors après, il y a aussi des circuits où c'est une meilleure moyenne kilomètre-vitesse. Voilà. On a vraiment plusieurs types de compétitions. On a maintenant des compétitions type Formule 1. C'est-à-dire, on met tout le monde en l'air et quand on dit ouverture de la porte, tout le monde part en même temps. Et là, du coup, c'est le premier qui passe la ligne d'arrivée qui a gagné. Okay. Alors que dans les autres compétitions dont je vous ai expliqué, ce n'est pas obligatoirement le premier qui arrive qui a gagné. C'est celui qui a mis le moins de temps. Et donc ça, c'est pour les compétiteurs, mais le gros des pratiquants là, de planeurs, c'est vraiment du loisir, c'est se faire plaisir en l'air. On a de tout. On a celui qui ne va jamais quitter le local de La Roche-sur-Yon, qui va rester, qui va faire des ronds autour de l'aérodrome. Voilà, ça va être son truc, il va faire 3 heures, 4 heures de vol, mais il va s'éclater comme ça. Il y en a d'autres, quand il y a des météos comme ça, ils ne veulent même pas décoller, parce que c'est pas intéressant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est partir, aller se balader, faire des circuits intéressants, des kilomètres, le plus vite possible. Voilà, on a vraiment pour tout le monde. Voilà, c'est pas uniquement la compétition. Il faut que tout le monde puisse s'amuser, se faire plaisir comme ils veulent. Merci beaucoup Didier pour ce petit vol au-dessus de La Roche-sur-Yon. Moi je vais vous laisser tout de suite avec le reportage d'Élodie qui elle est allée se balader dans les rues de La Roche-sur-Yon. Au cœur de la Vendée, La Roche-sur-Yon fait office de préfecture. Cette ville qui compte 53 000 habitants aujourd'hui a vu son destin bousculé en 1804 par Napoléon. Au sortir des guerres de Vendée, l'empereur veut pacifier ce territoire. Il décide pour cela de transférer le chef-lieu de la région de Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon. À cette époque, la ville n'est qu'un petit bourg. Cette maison Renaissance est l'un des rares monuments encore debout qui témoignent de ce passé. Alors nous nous trouvons actuellement au cœur de l'ancien bourg de La Roche-sur-Yon, avant que la cité décidée par Napoléon ne soit construite. Et nous avons ce bâtiment qui est la maison Renaissance, qui est le bâtiment le plus ancien de la ville, 1566. Et donc toute cette vie de ce petit bourg de 300 âmes était concentrée autour de cette place de la Vieille Horloge, avec une sorte de campanile d'horloge qui rythmait la vie de la journée. C'est sur ce petit bourg que Napoléon décide d'y construire une ville nouvelle de 15 000 habitants. L'objectif est de restaurer l'ordre impérial. Pour réaliser ce vaste projet, il fait appel à des ingénieurs des ponts des chaussées. Ils vont imaginer cette ville nouvelle autour d'une place centrale. Le premier aspect qu'on peut voir de cette ville, premier aspect singulier quand on la découvre, c'est la forme de pentagone. Le centre-ville de La Roche-sur-Yon est inscrit dans un pentagone avec toutes les rues qui se coupent à angle droit, donc on a un canevas géométrique dans la ville. Napoléon souhaitait s'inscrire dans un temps nouveau, souhaitait rompre avec la société de l'Ancien Régime et la structuration des bâtiments qu'on a autour de la place Napoléon répond à cet objectif que d'inscrire la France sur de nouvelles bases. Outre son découpage spatial rectiligne, certains bâtiments officiels s'inscrivent dans cette influence impériale. L'hôtel de ville, ou encore ces bâtiments, autrefois des lycées, aujourd'hui des collèges.
Pour asseoir ce nouveau pouvoir, Napoléon a ordonné à ses ingénieurs de construire des lycées napoléoniens. Napoléon le disait lui-même, il souhaitait installer des fondations d'une France nouvelle et se reposer sur des masses de granit. Les masses de granit, ce sont ces futurs administrateurs qui vont étudier dans ces lycées qui marquent l'ensemble du périmètre de la place Napoléon. Pour rendre hommage à celui qui bouscula le destin de La Roche-sur-Yon, une statue trône aujourd'hui sur la place qui porte son nom. L'empereur fait également partie depuis peu du patrimoine gastronomique de La Roche-sur-Yon. Patrick Gelenser est artisan chocolatier. En décembre dernier, il a eu l'idée de créer un chocolat en forme de Napoléon. Baptisée la Napoline, elle est devenue la gourmandise officielle de la ville. C'est le nez de Napoléon qui nous dérange. Bon, il avait un nez un peu pointu. On a toujours un souci de bulle d'air, donc il faut remplir à l'aide d'un petit pinceau le visage, en fait le nez surtout, hein, de façon de ne pas avoir cette petite bulle d'air. C'est sympa d'avoir une spécialité à La Roche. Il y a la bêtise de Cambrai, il y a les nougats de Montélimar, mais maintenant, depuis l'an dernier, La Roche a sa spécialité. Quoi de mieux que Napoléon pour représenter la ville de La Roche-sur-Yon? Chaque mois, Patrick Gelenser vend quelques centaines de Napolines. Les locaux, mais aussi les touristes, apprécient cette petite gourmandise napoléonienne. En revanche, du haut de sa statue équestre, Napoléon est aujourd'hui quelque peu détrôné. Depuis 2014, d'étranges animaux mécaniques lui font de l'ombre. Un bestiaire conçu par François de la Rosière, créateur du célèbre éléphant de Nantes, une originalité qui permet aujourd'hui à la ville d'attirer de plus en plus de touristes. Peut-être que ce reportage d'Élodie vous aura donné envie de découvrir La Roche-sur-Yon. Et si vous voulez découvrir La Roche-sur-Yon vue du ciel, vous pouvez toujours venir faire un tour de planeur. En attendant, je vous laisse avec Baptiste pour la suite de son programme. De retour à Port-Bourgenais pour parler plantes et bords de mer. Et cette fois-ci, pas une plante exotique, une plante originaire de Méditerranée qui s'est très bien acclimatée en Vendée et s'est même naturalisée. Cette plante, c'est le Teucrium fruticans, la germandrée en arbre. Une plante si vigoureuse qu'elle peut pousser de plus d'1 mètre dans l'année. Sa particularité, c'est que les jeunes pousses sont assez tomenteuses, c'est-à-dire blanchâtres, une adaptation à la sécheresse comme je vous l'ai dit il y a peu. Autre arbuste, local lui aussi, puisqu'il est originaire de l'ouest de l'Europe, eh bien il s'agit du genêt. Un genêt un peu spécial, c'est celui qu'on appelle le genêt à balai. Ces jolies fleurs jaunes dont se part cet arbuste au printemps et début d'été, eh bien elles sont caractéristiques d'une famille, la famille que l'on appelait les papillonacées. Aujourd'hui, les fabacées, la famille du haricot. Et on reconnaît surtout cette famille aux fruits, le fruit qui ressemble à une gousse, comme le haricot ou le petit pois. Particularité botanique, cette plante ne fait presque pas de feuilles. Ce sont ces tiges qui sont vertes et qui vont jouer le rôle des feuilles. Elles vont tout simplement faire la photosynthèse. Elles ont ce que l'on appelle une fonction chlorophyllienne. Le nom de genêt à balai est justifié tout simplement parce que l'on se servait des branches, des rameaux, pour former un fagot et réaliser des balais. Mais ces branches servaient aussi, il paraît, à la réalisation de balais volants pour les sorcières. Voici quelques plantes à observer cet été. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, restez curieux. Et voilà, ce numéro des virées de l'été touche à sa fin. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller faire un petit tour dans le ciel. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!